Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, nouveau retournement de situation au Sénégal. Le Conseil constitutionnel invalide le report au 15 décembre de l'élection présidentielle. Les juges ordonnent aux autorités de rétablir le processus électoral et d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Sommet de l'Union africaine en Éthiopie, la Mauritanie présidera l'institution cette année. La décision a été obtenue après d'intenses négociations au sein du bloc nord-africain. Puis la Côte d'Ivoire et son objectif de se hisser au rang de pays à revenu intermédiaire supérieur à l'horizon 2030. Nous verrons dans ce journal la politique d'émergence préconisée par le gouvernement ivoirien. On ouvre ce journal par ce nouveau coup de théâtre au Sénégal où le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution et la loi repoussant de 10 mois l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février et le maintien du président Macky Sall dans ses fonctions au-delà du terme de son mandat. Pour certains, cette invalidation résonne comme un désaveu pour le pouvoir. La décision a été actée ce jeudi. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plusieurs membres de l'opposition et une dizaine de candidats à la magistrature suprême suite au report de l'élection au mois de décembre. Cet ajournement avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont crié au coup d'État constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne fixe pas de nouvelles dates pour l'élection présidentielle, mais invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais, alors que le 2 avril 2024 marquera le terme officiel du mandat du président sortant Macky Sall. On va retrouver sur place à Dakar notre correspondant Mahmoudou Pam. Déclic dans l'actualité politique au Sénégal, le Conseil constitutionnel a décidé de s'opposer au report des élections présidentielles qui était prévu le 25 février 2024. Rappelons que le président de la République, Macky Sall, avait décidé d'annuler le report, en tout cas son décret convoquant le corps électoral. Suite à cela, l'Assemblée nationale a ensuite voté une loi dérogatoire, cette loi qui faisait reporter les élections au 15 décembre 2024. Tout cela vient d'être annulé par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Décision dans laquelle le Conseil constitutionnel, les juges, disent que le décret, la loi dérogatoire sont jugés irrecevables et sont non conformes et contraires à la Constitution du pays. Par ailleurs, le Conseil n'a pas encore choisi une nouvelle date, mentionnant que les élections ne peuvent pas être organisées que d'ici le 2 avril, date qui correspond à la fin du mandat du président de la République. La CEDEAO, de son côté, dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection conformément à cette décision. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se poursuit au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Une trentaine de présidents et chefs de gouvernement sont attendus ce samedi pour ce sommet qui se tient dans un contexte difficile entre nouveaux coups d'État, crise au Sénégal et tractation pour la présidence tournante de l'Union africaine. Une présidence de l'Union qui devrait cette année être assurée par le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani qui prendra le relais de son homologue comorien Azali Assoumani Amenedji. Le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a officiellement été désigné vendredi 9 février par le bloc des pays d'Afrique du Nord pour prendre la présidence de l'Union africaine. La passation de témoins entre le président sortant et le nouveau président est prévue lors du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2024. Il succède ainsi à son homologue comorien Azali Assoumani, une candidature présentée comme celle du compromis après l'échec des négociations pour désigner un président issu d'Afrique de l'Est. La désignation de la Mauritanie semble être un compromis à l'arraché, mais à vrai dire, le plus difficile a été de convaincre la Mauritanie parce que la Mauritanie a été le pays qui, à travers tous les pays et dans les crises qui se sont succédées, notamment en Afrique de l'Ouest, la Mauritanie a été le pays qui a gardé notamment une neutralité dans le changement constitutionnel intervenu au Niger, par exemple, qui lui a permis de se mettre au-dessus de la mêlée quant aux différentes condamnations des autres États.
Avant d'être élu deuxième président de la République islamique de Mauritanie le 22 juin 2019, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a occupé plusieurs hauts postes, dont ceux de chef d'état-major général des armées d'avril 2013 à octobre 2018, puis ministre de la Défense nationale d'octobre 2018 à mars 2019. La présidence mauritanienne de l'UA intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis. La persistance des conflits armés, les défis de transition au Gabon, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, la crise alimentaire et l'urgence climatique. La désignation de la Mauritanie n'est pas une surprise en fait dans la mesure où il y avait une guerre entre les pays arabo-musulmans, si je peux m'exprimer ici, notamment la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. La Mauritanie prend la présidence de l'UA au moment où le pays prépare également l'élection présidentielle prévue en juin 2024. Le parti de l'actuel président El Insaf a remporté une large victoire aux élections législatives, régionales et municipales en mai 2023. Par ailleurs, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'est distingué par son activisme diplomatique ces dernières années, jouant un rôle de médiateur dans plusieurs crises régionales, à l'instar de la crise entre l'Algérie et le Maroc. Gros plan maintenant sur les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire qui fait figure de puissance économique sous-régionale. Le pays contribue à 40% du PIB de l'UEMOA. D'ici le début de la prochaine décennie, la Côte d'Ivoire compte se classer parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Alors, afin de relever le défi, car les obstacles sont encore nombreux, le gouvernement souhaite accélérer son plan national de développement. Marie-Roger Coyot. Dans le but de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030, le gouvernement de Côte d'Ivoire entend poursuivre l'accélération du plan national de développement 2021-2025 visant la transformation économique et sociale du pays de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, présente la feuille de route du gouvernement pour l'année 2024. La feuille de route 2024 du gouvernement comprend environ 150 groupes de réformes et 600 activités relatives aux projets majeurs, dont approximativement 240 projets à finaliser en 2024, 215 projets devant se poursuivre au-delà de 2024 et 145 projets dont le lancement est prévu pour l'année 2024. Selon les autorités ivoiriennes, l'accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, la mobilisation des ressources intérieures, le renforcement de recouvrement des recettes de services pour le financement de divers programmes. L'accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, notamment le 4e pont, reliant la commune de Yopougon et du Plateau, la section 1, longue de 26 km de la voie de contournement de la Y4 d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie est et ouest d'Abidjan et les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et de Sengrobo-Awati. Le gouvernement prévoit également de poursuivre ses efforts de mobilisation de ressources intérieures avec le renforcement du recouvrement des recettes de services pour le financement des différents programmes. À noter qu'en 2023, au titre de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement, 793 activités et 287 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle, soit un taux d'exécution global de 69,8%. Les dépenses liées aux réformes et projets de la feuille de route de l'ensemble des ministères se situent à 73,9%. La Côte d'Ivoire qui justement s'est dotée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football de plusieurs infrastructures sportives, des stades de compétition dans plusieurs villes, des terrains d'entraînement aux normes internationales et bien d'autres encore. Alors après la fin de la compétition se pose désormais la question de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation de ces infrastructures. Reportage signé Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, la pérennisation des infrastructures sportives et connexes acquises pour la CAN fait l'objet de réflexions au sein du gouvernement. Dans la perspective de préservation de l'héritage de la CAN Côte d'Ivoire 23, le président Alassane Ouattara appelle le gouvernement à œuvrer au maintien, au renforcement de la formation des jeunes, à l'exploitation optimale des infrastructures sportives. Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale
des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. Les infrastructures, les équipements, les expertises générées par l'organisation de la CAN apparaissant comme des acquis qu'il faudrait impérativement préserver, les autorités du pays d'Afrique de l'Ouest proposent des stratégies de pérennisation de l'héritage de la CAN 2023. Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours. Il est à rappeler que ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les infrastructures sportives, notamment les stades, les villages CAN. En Égypte, Hossam et Ibrahim Hassan sont les nouveaux sélectionneurs et directeurs d'équipe nationale de football, de l'équipe nationale de football. La décision a été annoncée cette semaine par la Fédération égyptienne de football. Les frères jumeaux, aujourd'hui âgés de 57 ans, l'un est un ancien attaquant qui a permis au Pharaon de remporter 3 Coupes d'Afrique des Nations. L'autre a été défenseur, il a également joué pour l'Égypte. Les 2 frères succèdent au Portugais Rui Victoria et Vincé. Après les performances de l'Égypte lors de la CAN en Côte d'Ivoire, l'équipe avait été battue par la République démocratique du Congo en 8e de finale. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet appelé Marina Boulevard Art Gallery, un projet artistique consacré à l'art urbain. Il s'agit d'une fresque murale qui se trouve à Cotonou, plus exactement au niveau du mur du port autonome. Une 50aine d'artistes béninois et internationaux en ont fait un musée à ciel ouvert. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. La fresque murale implantée le long de la façade extérieure de la clôture du port autonome de Cotonou reçoit à nouveau les coups de peinture d'une 40aine d'artistes. Après les signatures d'artistes béninois et étrangers, notamment le Brésilien Eduardo Cobra, auteur de la création artistique sur le dialogue interreligieux, des artistes marocains Bakar et Dinam, le Lyonnais Kalouf, la mexicaine muraliste Paola Delphine et l'Ivoirien Goli Roger ont investi le mur des graffitis du boulevard de la Marina pour y laisser leurs empreintes. Ceci dans le cadre de la résidence de création dénommée Marina Boulevard Gallery. Moi, je travaille sur la thématique la bibliothèque et l'importance de la lecture, en fait. Je travaille maintenant pour une danse béninoise, 8 personnages avec une gamme pastel. La muraliste Paola Delphine explore à travers ses travaux différents aspects de l'essence humaine. Elle interroge le monde sur le vivre ensemble, notamment le lien entre l'homme et la femme. De son côté, le Lyonnais Kalouf questionne sur la préservation de la nature et des animaux dans un monde davantage urbanisé. Dans ma création, je parle en fait des animaux en voie de disparition pour sensibiliser en fait, sensibiliser les passants en fait sur le respect de l'environnement. Je passe quelque temps ici pour observer la population et réaliser une grande fresque murale qui parle de la tradition des peuples, notamment du Bénin. Pour moi, c'est une manière de réussir la connexion avec les populations béninoises. Marina Boulevard Gallery constitue un chantier école pour des apprenants issus des écoles d'art du Bénin. Ils se font former sur place par ces muralistes expérimentés. Par exemple, il y a une artiste ici qui arrive à faire
des couleurs, elle arrive à faire du noir et blanc. Donc on peut aussi s'inspirer de ça pour créer de nouveaux styles de dessin et de peinture. En mettant ensemble les apprenants et les artistes confirmés, nous créons ainsi les conditions pour une appropriation de techniques durables. A noter que la deuxième phase du projet lié au mur d'art urbain s'étend sur près d'1 kilomètre le long du mur du port autonome de Cotonou. Environ 4 km de fresques ont été précédemment réalisées le long du mur du port sur le boulevard de la Marina, non loin de la place de l'Amazone. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.